Chaque année dans le monde, ce sont des millions d'enfants qui sont abusés. Une fille sur 3 et un garçon sur 5 sont concernés. Des violences morales, physiques, mais aussi sexuelles. En France, 4 millions d'enfants sont victimes d'inceste. Des chiffres qui sont encore en deçà de la réalité puisque les victimes se murent souvent dans un silence duquel il est compliqué de sortir. Les conséquences sont dramatiques pour la santé mentale, conduite abusive, troubles alimentaires, dépression ou encore suicide. Lorsqu'elles trouvent finalement le courage de parler, elles font face aux doutes de leur famille mais aussi des forces de police dont la prise en charge est souvent bâclée. Une nouvelle enquête Ipsos pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie conclut que seuls 8% des victimes ayant dénoncé ces violences ont été protégées et où l'agresseur est éloigné dans seulement 6% des cas. Aujourd'hui, Sputnik donne la parole à Michael qui a subi ces violences dans son enfance. Il relate son histoire difficile pour la première fois face caméra. Il dénonce les violences mais aussi un processus judiciaire encore loin d'être à la hauteur. Son but, briser le tabou et libérer la parole de ses enfants mais aussi ses adultes qui ont pu vivre la même chose que lui, car la honte ne doit pas être du côté de la victime. Un témoignage poignant, mais surtout une leçon de vie. C'est tout de suite dans Sputnik donne la parole. Mika, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc moi, je vous ai contacté suite à une lettre ouverte que vous avez diffusée sur Twitter. Oui. Elle raconte votre enfance. Elle l'a qualifiée de difficile, serait encore loin de la réalité. Quand vous relatez les faits qui sont passés, vous aviez 6 ans, vous avez aujourd'hui 36. 36. Pourquoi avoir rédigé cette lettre aujourd'hui et pourquoi l'avoir diffusée sur Twitter? Je suis arrivé à un âge où les choses sont effectivement un peu plus compréhensibles pour moi, où je constate que tout n'est pas fait pour protéger ou en tout cas recevoir la parole des victimes de manière facile, de manière simple. Pour un enfant, moi j'avais 6 ans quand les premiers faits se sont passés. Voilà, je suis resté muré dans mon silence et j'ai trouvé personne pour recueillir ma parole. J'avais besoin de me sentir utile, voilà, de prouver c'est un grand mot, mais de montrer aux gamins voilà, qui sont victimes qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y en a d'autres et qu'on peut parler sans avoir besoin d'avoir honte. Mais voilà. En tout cas, c'est très courageux. Est-ce que vous avez eu des réponses à cette lettre? J'en ai eu une quinzaine. Ouais. Il y a une quinzaine de députés qui m'ont écrit, qui ont transmis ma lettre. Je l'ai moi-même fait parvenir à certains ministres, au président de la République également. La première dame, son directeur de cabinet m'a répondu aussi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que ça allait être pris en compte, qu'il y allait avoir une question au gouvernement, donc qui va être publiée au journal officiel. Pour l'instant, ce sont les réponses que j'ai eues. Est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses-là? Oui et non. J'aurais aimé que ça aille beaucoup plus vite, qu'on me dise que voilà, on allait faire plus. Mais voilà, j'ai conscience que voilà, c'est la politique et qu'il y a d'autres sujets certainement plus graves que la protection de l'enfance. Voilà. Donc dans cette lettre, vous commencez à raconter l'histoire qui s'est passée avec votre tante paternelle, donc la sœur de votre père, et de son fils. Vous étiez confié à sa garde à cause du travail trop prenant de vos parents. Oui. Vous parlez de violences physiques, morales, sexuelles. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Mes parents, effectivement, n'avaient pas le temps de s'occuper de moi pendant la semaine, donc ils m'ont confié à la sœur de mon père. J'étais placé là-bas la semaine, j'étais là-bas du lundi au vendredi, je rentrais le samedi et je repartais le dimanche après-midi. Les violences ont commencé très rapidement, les gifles, les coups, de la part de ma tante, puis de la part d'un de mes cousins. Qui avait quel âge? Qui avait 15 ans. J'étais un peu devenu le souffre-douleur de cette famille. Je ne sais pas si c'était pour passer le temps ou parce que j'étais pas forcément un enfant très difficile. Je vois pas vraiment de raison pour lesquelles on me tapait dessus comme ça. Il y a eu effectivement les coups, après ça a été
Les moments où j'étais obligé d'être au soleil sans protection, sans t-shirt, ça m'a occasionné des cloques, des brûlures au second degré. Il y a eu les bains d'eau glacée, les tentatives de noyade. Puis comme les coups ne suffisaient pas, un jour mon cousin, alors qu'il me gardait et qu'on était tous les deux à l'appartement tout seul, m'a violé une première fois. Ce jour-là, il a également, je sais pas, je devais crier ou je devais me débattre un peu trop violemment à son goût et il a tenté de m'étouffer avec un coussin. Ça a été la première fois et 15 jours après, il m'a violé une seconde fois. Le lendemain, j'étais enlevé de... Dès le lendemain? Dès le lendemain parce que les circonstances ont fait que j'ai eu une fracture du nez pendant ce viol-là. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Ma mère n'en pouvant plus des marques, bien que je ne lui ai jamais dit exactement ce qui s'était passé, elle a très bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc du coup, vous êtes retourné chez vos parents. Oui. Par rapport à cette tante et à ce cousin, est-ce que vous avez porté plainte? Ma mère a voulu porter plainte tout de suite après. À l'époque, les rapports entre mes parents n'étaient pas très simples. Mon père battait régulièrement ma mère, elle en avait une peur folle. Donc voilà, mon père ne voulant pas porter plainte contre sa sœur, finalement la plainte a été abandonnée et on a repris nos vies. Comme si de rien n'était. Et vous l'avez perçu comment? Est-ce que vous en vouliez? Est-ce que parce que il y a une nouvelle étude Ipsos pour l'association Mémoire traumatique et victimologie qui conclut qu'il y a 4 victimes sur 10 qui rapportent donc des périodes d'amnésie. Est-ce que vous en avez souffert ou est-ce que vous, durant tout ce laps de temps, vous en êtes souvenu, vous en êtes rappelé? Vous l'avez gardé parce que vous étiez quand même très jeune. Je me rappelle de tout. J'étais effectivement très jeune. Je peux encore décrire comment était placé l'appartement, comment étaient disposées les pièces, de quelle couleur étaient les murs. Je m'en souviens. J'aurais préféré finalement oublier parce que ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple dans ma vie d'enfant, dans ma vie maintenant. Voilà, mais je me souviens trop bien. Donc non, j'ai pas eu d'oubli de ces choses-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc là, votre plainte, elle a été... Enfin, il n'y a même pas eu de plainte. Non. Est-ce que vous y êtes retourné peut-être plus tard? J'ai déposé une plainte, j'ai tenté de déposer une plainte en 2006. J'ai été reçu par la brigade des mineurs de manière assez catastrophique. À l'époque, j'étais en couple avec un garçon et donc voilà, quand on arrive, on donne son identité, sa situation de famille et puis j'ai dit que j'étais en couple avec un garçon et pendant l'audition, je raconte ce que j'ai vécu et pendant l'audition, l'un des policiers me demande si à 6 ans, je ressentais une attirance sexuelle pour mon agresseur. J'ai mis un terme à l'audition et puis je suis parti parce que ça m'a... Je me suis demandé si on aurait posé cette question à un hétéro qui vivait avec femme et enfant. Voilà, ça m'a un peu blessé, non seulement blessé, mais profondément choqué parce que finalement c'était rejeter la faute sur moi. Est-ce que j'avais eu une attirance pour lui? Quelque part c'était, est-ce que je l'ai cherché quoi? Et donc je suis parti, la plainte a été classée sans suite et chaque année j'y pense. Voilà. Donc j'ai décidé cette année de ne pas aller voir la police et de déposer une plainte avec constitution partie civile pour les violences, les actes de torture et de barbarie, parce que finalement c'est ça, pour les viols et pour la tentative d'assassinat dont j'ai été la victime. Alors justement, on va parler de cette prise en charge de la part des forces de l'ordre, leur but étant quand même de protéger un minimum la population, et pourtant au vu de votre histoire et des histoires que l'on entend de plus en plus, le constat, eh bien, il est là, c'est que c'est bâclé, avec une remise en doute continuelle. Je vais reprendre les mots de François Deveau, mais l'enfant est la chose la plus sacrée sur cette terre, et pourtant les violences augmentent. C'est quoi le problème? Il y a un problème de prise en charge, ça c'est certain. Quand un enfant va déposer une plainte, après, elle
La prise en charge n'est pas la même partout. Il y a eu un reportage là dimanche soir sur la brigade des mineurs de Nice. On a l'impression que tout est beau, que que finalement il se démène pour les victimes. C'est sans doute le cas dans cette brigade-là. À Strasbourg, quand on va déposer une plainte, déjà quand j'ai voulu déposer une plainte, on m'a dit qu'on me rappellerait parce qu'ils avaient trop de travail. Donc quand on est une victime, qu'on fait la démarche de déposer une plainte, c'est déjà une démarche qui est très dure en soi. S'entendre dire j'ai trop de travail. Voilà. La première fois, on a mis une semaine à me rappeler. Et quand on arrive là-bas, il y a effectivement un psychologue, mais le psychologue qui est présent, c'est le même que celui que vous voyez quand vous vous êtes fait agresser, quand vous avez pris une gifle dans la rue, quoi. C'est pas un psychologue qui est forcément spécialisé dans des cas comme celui-ci, voilà, qui n'est pas pédopsychiatre, qui est pas... Donc effectivement, il y a une prise en charge qui est, voilà, en tout cas à Strasbourg, qui est totalement lamentable. Quand on dénonce un viol, il y a cette suspicion du mensonge. Quand vous allez porter plainte parce qu'on vous a volé votre scooter, il n'y a pas de cette suspicion-là. Et je trouve ça assez... c'est terrible en fait de se dire que... Enfin, moi j'ai vécu le pire, effectivement. Mais le pire aussi s'est déroulé dans mon parcours judiciaire parce que voilà, la prise en charge est effectivement pas la bonne. On peut parler de votre père? Oui. Justement, je vais vous parler de la première plainte que j'ai déposée. C'était effectivement contre mon père. Et j'avais 13 ans quand il a été condamné. Ouais. Ça commence à 11 ans? C'est ça. Ça a duré 1 an. Donc vous le dénoncez, vous portez plainte. La justice vous donne raison, puisque votre père est condamné à 12 ans de prison, de privation de droits civils et civiques pendant 10 ans. C'était en 97. Moi, dans l'arrêt que j'ai pu voir, il a donc nié les faits d'abord, en accusant même votre mère d'être à l'origine de ces accusations. Lors du procès, donc votre mère s'est portée partie civile. Elle a fini par se rétracter. Moi, je voudrais comprendre ce changement. Est-ce qu'il y a eu une discussion entre vous à cette époque-là, entre votre mère et vous? Est-ce que vous avez compris ce changement? Comment vous l'avez vécu? Et toute la relation avec votre mère après ça? J'ai effectivement dénoncé mon père pour des viols et des agressions sexuelles qui s'étaient déroulées pendant 1 an. Un jour de juillet, le 30 juillet, j'avais décidé que c'était la dernière fois qu'il me violait. J'ai profité qu'il s'endorme pour quitter le domicile de mes parents et pour aller dans une cabine téléphonique, composer le 17 et appeler la police. À partir de là, tout s'est enchaîné. Mon père a été arrêté. Finalement, à la suite de ma plainte, on a découvert que j'étais pas le seul. Donc il a été très vite arrêté. Il y a eu une instruction et effectivement, en 97, le 5 décembre 97, il a été condamné à 12 ans de prison pour les viols que je dénonçais. Ma mère s'était constituée partie civile pendant l'instruction. Et finalement, à la veille du procès, on avait rendez-vous chez notre avocat qui lui annonce le montant des dommages et intérêts qu'elle compte réclamer. Et à ce moment-là, ma mère a eu une réaction que j'ai pas très bien compris et elle a refusé en fait tout dommage et intérêt. Il faut savoir que mon père a toujours nié pendant l'instruction et que ma mère clairement le croyait. Ma mère m'a jamais soutenu. Pour ma mère, j'étais un menteur et mon père était accusé à tort. Malgré les examens de médecine légale, malgré l'instruction, malgré tout ça, elle continue à le croire. Donc mon avocat ne pouvait plus me représenter puisqu'il y avait un problème entre ma mère et moi. Et donc j'ai un autre avocat qui a été commis pour le procès, pour le lendemain, pour le procès. Et c'est le président du conseil général qui est devenu mon tuteur. C'était quoi votre relation avec votre mère à ce moment-là? J'habitais chez elle, j'avais 13 ans. Pendant l'instruction, elle me disait sans arrêt si elle se suicide, ben, ça sera de sa faute, ça sera de ma faute. Je lui avais pris son mari, mais voilà. Un mari qui était violent. Et... Ouais. D'accord. Juste pour revenir au jugement, il s'est passé à huis clos. Oui. Est-ce que vous auriez voulu qu'il soit public? À l'époque, honnêtement, j'avais 13 ans, je ne me suis pas posé la question. Avec du recul, oui, j'aimerais qu'il soit public. Ouais. Parce que on pourrait entendre dire... les gens pourraient entendre ma mère dire à une question du procureur que son fils est un mentard.
Votre père, il est sorti de prison en 2005. Mmh. C'est même pas 10 ans après la condamnation, alors qu'il était condamné à 12. Qui s'est passé quoi? Il y a eu des remises de peine. Dans le droit français existent les remises de peine pour bonne conduite. Voilà, il travaillait en prison, c'était un détenu modèle. Il est sorti de prison, il a obtenu une libération conditionnelle. J'estimais qu'effectivement il avait été condamné, il avait passé 7 ans et demi ou 8 ans en prison. Moi étant en sécurité, ayant quitté la maison, j'estimais qu'il avait payé, donc j'ai appuyé cette demande. Vous avez appuyé cette demande? J'ai écrit un courrier au juge pour lui dire que voilà, pour moi le sujet était clos et que si effectivement ma mère et lui voulaient continuer leur vie ensemble, qu'il l'a continué. Et puis voilà, on m'avait tellement reproché le fait de lui avoir pris, elle m'avait tellement reproché le fait de lui avoir pris son mari que j'avais envie de lui rendre sa vie. Alors qu'elle vous a traité de menteur, alors qu'elle vous a jamais cru. Une fois par an, je vais fêter Noël avec eux. Je m'assois à la table et puis j'observe. Voilà. J'ai pas envie de perdre le lien que j'ai avec ma mère. Aujourd'hui, votre mère est encore avec votre père? Oui, ils ont repris, il est sorti de prison et puis ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. Voilà. Mais plus jamais, il vous a touché, plus jamais... Il en a plus l'occasion parce que j'ai des rapports... voilà, j'ai très peu de rapports avec eux et voilà, avec ma mère, voilà, je l'ai au téléphone régulièrement, mais avec lui, j'ai très peu de rapports. Pendant l'instruction, enfin on met le contexte, on va parler dans votre lettre, vous parlez d'une agression qui s'est passée à la piscine et vous parlez qu'en fait cet homme était un gardien de la paix. Dans la lettre, j'ai pas très bien saisi, mais quand vous êtes allé porter plainte contre votre père, lui, en fait, avait accès au dossier? Ça, on n'en est pas totalement sûr. En tous les cas, c'était quelqu'un qui travaillait dans l'hôtel de police qui ont suivi le dossier de mon père, où était située la brigade des mineurs. Il n'appartenait pas à la brigade des mineurs. Il a réussi à obtenir certaines informations sur moi, notamment des habitudes, comme la piscine, puisque l'agression dont j'ai été la victime de la part de ce policier s'est déroulée à la piscine. Donc voilà, l'enquête n'a pas permis de déterminer comment il avait obtenu ces informations-là. Mais... Que je rappelle, heureusement il y avait des caméras de surveillance. Donc dans les vestiaires, et tout a été enregistré, ou vous avez fui, vous avez... Tout a été enregistré et après un moment de sidération, c'est ce qui apparaît sur les images. Je me précipite vers l'entrée de la piscine et puis à ce moment-là, j'explique ce qui se passe. Et puis le personnel de la piscine appelle tout de suite les policiers. C'est à ce moment-là que j'apprends qu'il est policier, puisque quand les policiers arrivent, il lui serrent la main, puisqu'il a été empêché de sortir de la piscine, il lui serrent la main et puis ils s'annoncent entre eux qu'ils sont collègues et puis voilà. Les collègues, ils sont pas choqués, ils sont pas... Dans un premier temps, je pense qu'ils m'ont pas trop cru. C'est quand les images de vidéosurveillance ont parlé, enfin qu'ils ont constaté que l'agression avait effectivement eu lieu, que l'enquête a vraiment démarré. Voilà. Et ce policier, il a été condamné? À 6 mois de prison avec sursis. Une condamnation dont vous pensez quoi? 6 mois avec sursis, voilà. C'est le prix d'une agression d'un gamin de 13 ans dans une piscine par un adulte. Voilà. Je respecte la justice de mon pays, mais à un moment, il y a quand même un problème quelque part. On sait que les victimes souffrent de conséquences psychotraumatiques. Je parlais des périodes d'amnésie, mais il y a aussi les troubles alimentaires, des conduites abusives. Les statistiques disent qu'il y a 1 personne sur 2 qui ont tenté de se suicider. Ça a un impact énorme sur la santé mentale de la victime. Est-ce que vous avez eu à faire face à ces conséquences-là? Oui, effectivement, j'ai fait une tentative de suicide en 2006, qui était finalement plus un appel à l'aide que vraiment l'envie d'en finir. J'en ai fait qu'une seule. Voilà. Après, j'ai toujours eu, depuis que je suis parti de la maison à 18 ans, des conduites à risque. Je suis passé par une sexualité à outrance, sans forcément faire attention avec n'importe qui, par les drogues. J'ai réussi à retrouver un équilibre à partir de 2007. Voilà, j'ai créé mes entreprises.
J'ai eu une vie professionnelle épanouie. J'ai rencontré aussi des personnes avec qui j'étais en couple pendant pas mal d'années, qui m'a énormément aidé aussi. C'est sûr qu'on ne sort pas indemne de tout ça, ça c'est certain. J'y pense tous les jours. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, être avec quelqu'un dans une salle de bain en même temps, c'est quelque chose pour moi d'impossible. Aller aux toilettes dans un endroit où ça ne ferme pas à clé, c'est impossible aussi. Dormir chez quelqu'un d'autre que je ne connais pas, c'est impossible aussi. Oui, il y a un impact dans ma vie de tous les jours, ça c'est certain. Et peut-être même plus aujourd'hui qu'avant. Pendant mon adolescence, j'ai jamais vraiment eu de problème. J'étais un enfant, même un ado plutôt cool, très bon élève. C'est venu après, à partir de 18 ans, j'ai commencé effectivement à avoir des problèmes. Est-ce que vous avez vraiment aujourd'hui pardonné à votre père et à votre mère aussi, et à votre tante Je crois pas qu'on puisse pardonner. Je pense qu'on peut essayer de vivre avec. Pardonner, non. J'ai pas pardonné. Ça revient encore tout le temps. Mais effectivement, il faut soit faire une croix, par exemple, au sujet de ma mère, soit effectivement faire une croix sur la relation que j'ai avec elle et ne plus jamais lui parler. Par exemple, dans ma famille, on est 6 enfants, donc il y a 3 de mes frères et sœurs qui ne leur parlent absolument plus. Mais moi, j'ai fait le choix de continuer à avoir des rapports avec ma mère, et puis voilà, ça compte plus que tout. Est-ce qu'elle se rend compte? Non, je crois pas. Non, pour elle, c'est normal, et puis voilà. Je pense qu'elle est dans le déni, voilà, elle a toujours été soumise à cet homme et elle le restera pour le reste de sa vie. Et elle est finalement à plaindre aussi parce qu'elle a tellement vécu, tellement subi aussi qu'elle mériterait en fait d'avoir un peu de répit et puis voilà. Mais non, elle est toujours encore ancrée dans cette relation pourrie et puis ils finiront leur vie ensemble. Après tout ça, après tout ce que vous me racontez et après toutes les histoires qu'on peut entendre dans les médias, qu'est-ce qu'on peut penser de la protection de l'enfant aujourd'hui? C'est quoi le plus gros problème? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est les professionnels de santé qui peut-être voient des enfants victimes de violences qui ne dénoncent pas? Est-ce que c'est la société en général et le tabou qui est ancré autour de ces violences? Je pense qu'effectivement, il y a un énorme tabou à ce sujet-là. Voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, de toute façon, des agressions, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, de toute manière. C'est un peu utopiste de penser qu'on pourra un jour les empêcher. En tous les cas, il faut absolument que les enfants sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, que leur parole va être crue. Et qu'il suffit qu'ils parlent pour que tout s'arrête. Voilà. C'est facile pour moi maintenant de dire ça alors que j'ai gardé le silence pendant des années. Mais c'est mon but. Voilà. Mon but dans cette lettre ouverte, c'était justement que les enfants aient connaissance du fait qu'ils ne soient pas tout seuls, voilà, c'est pour ça que j'ai créé un compte Twitter aussi, c'est pour ça que j'en parle sur Twitter aussi. C'est un formidable outil de communication. Et voilà, je reçois de nombreux messages de personnes de mon âge, de personnes beaucoup plus jeunes qui me disent que le fait que j'en parle, eh ben, les aide beaucoup, les aide à en parler, à porter plainte. Voilà. Les violences au sein du foyer sont en hausse. On l'a vu avec le traitement des violences conjugales, notamment avec tous ces féminicides qui ont lieu depuis le début de l'année. C'est 121 femmes qui sont mortes des mains de leur conjoint ou ex-conjoint. Ces féminicides, eux, ils ont été dénoncés par des associations, donc des citoyens, qui a finalement poussé le gouvernement à tenir un Grenelle, c'était en septembre. Des associations qui sont clairement pas assez financées. Ma question, elle est simple. Est-ce que c'est aux citoyens de faire le boulot du gouvernement ? Non, c'est effectivement pas au peuple et aux citoyens de faire le travail à la place du gouvernement, mais le gouvernement met en place, par exemple dans la protection de l'enfance, met en place un numéro, le 119, crée
toute une PLV, enfin des publications autour de ce numéro, mais ne l'affiche nulle part. Si un établissement scolaire veut l'afficher, il faut qu'il aille sur le site internet de ce numéro-là pour télécharger lui-même les outils de publication de ce numéro. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de l'afficher directement sur les cahiers de correspondance ou bien d'envoyer chaque année aux responsables des établissements scolaires un kit qui leur permet de l'afficher? Parce que moi j'ai été victime mais je ne connaissais absolument pas ce numéro. Donc je ne sais pas trop comment les gamins en ont connaissance. Voilà. Je ne connais pas, aucun chiffre n'est publié sur ce numéro, on ne sait pas combien d'enfants appellent. De toute façon, les données sont très floues par rapport aux violences. Il existe des outils, encore faut-il les mettre en application. Concernant ce numéro, le 119, on sait que l'âge moyen des victimes est de 10 ans. Elles sont quand même très jeunes et parfois elles n'ont pas accès au téléphone. C'est pour ça que je proposais d'effectivement, en début d'année, aux instituteurs des écoles primaires, d'avoir un encart collé dans le cahier de texte, par exemple, expliqué par l'instituteur, voilà, leur permettre d'avoir accès à quelque chose de palpable, d'avoir l'information en direct. Ça a toujours plus d'impact quand la maîtresse ou le maître écrit, publie quelque chose dans le cahier de texte et en parle, que de voir une affiche dans le couloir de l'école. Pour la comprendre, c'est compliqué, ouais. Ouais, pour un gamin, c'est compliqué. J'ai une des députées qui m'a répondu, qui a fait une proposition au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, pour que ce numéro soit affiché dans les carnets de santé. Okay. Voilà. C'est aussi une solution pour qu'il soit diffusé, mieux diffusé en tout cas. La prévention reste le moyen le plus sûr d'identifier une victime ou justement d'aider les enfants qui pourraient faire face à un adulte mal intentionné d'identifier donc l'agresseur. Est-ce que plus de prévention dans les écoles, et ce dès le plus jeune âge, vous paraît être une bonne idée, vous en tant qu'enfant? Est-ce que ça vous aurait aidé à aller vous confier? Ça existe déjà. Il y a une association qui a été créée par un ancien rugbyman dont j'ai oublié le nom, qui a été victime lui aussi dans le milieu du sport et qui intervient en fait auprès des établissements pour expliquer les choses. Voilà. Et il ressort effectivement de ces interventions il ne se passe pas une seule fois sans qu'un enfant aille le voir à la fin pour dénoncer des actes dont il est la victime. Pas une seule fois. Donc c'est que effectivement il faut permettre aux enfants de libérer leurs paroles et puis voilà, au moins il faut généraliser ce genre de choses-là. C'est financé, ces interventions a priori sont financées par le gouvernement, mais il faut les généraliser beaucoup plus. Voilà. Il faudrait que dans chaque établissement, il y ait un intervenant qui vienne parler de ces choses-là. Et voilà, et ça permet, la preuve est là, que ça permet de libérer la parole de l'enfant. Briser le tabou. Ouais. C'est quoi votre message que vous aimeriez porter à des enfants, à des gens qui ont vécu la même chose que vous avez vécu? Mon message, c'est qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y aura toujours quelqu'un, que ce soit à l'école, chez le médecin, un copain, n'importe qui, il y aura toujours quelqu'un pour les écouter. Toujours. Il ne faut pas hésiter à en parler et ensemble, on est plus fort que tout seul. Voilà. Il faut en parler. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler. Merci Mickaël. Merci à vous.